2 chiffres résument le paradoxe africain. Des milliards de richesses exportées et pourtant une monnaie toujours tenue en laisse. Quand les ports, les rails et les couloirs logistiques obéissent à des devises étrangères, chaque cargaison devient une chaîne invisible. Alors que signifierait pour les citoyens comme pour les entreprises le basculement décrit par Ibrahim Traoré vers une afro-currency adossée aux navires, aux trains et aux marchés régionaux? À l'horizon se dessine une Afrique qui fixe seule le prix de ses ressources et impose enfin ses propres règles de règlement. L'engagement annoncé repose sur une promesse précise, replacer la maîtrise des ports, des routes commerciales et des systèmes de règlement au centre de l'indépendance économique africaine. La valeur de cette démarche tient en 10 mots, réduire la dépendance monétaire en renforçant la force logistique interne. Dans la logique décrite par la source, une monnaie ne naît pas dans une banque, mais dans le mouvement des navires, des cargaisons et des marchés qui acceptent de régler sans intermédiaires occidentaux. Si les ports africains synchronisent leurs frais, taxes, inspections et assurances autour d'une même unité d'échange, alors la monnaie cesse d'être un symbole, elle devient un outil qui redistribue le pouvoir. Et si ces mêmes infrastructures imposent leurs propres termes, les chaînes d'approvisionnement étrangères se retrouvent contraintes d'opérer selon les règles africaines, non l'inverse. Micro-hook, mais que se passe-t-il lorsque cette logique descend ensuite des ports vers l'intérieur du continent? La révélation initiale tient en 2 constats successifs. La souveraineté économique africaine ne s'effondre pas dans les parlements, mais dans les ports où transite un volume considérable de marchandises, et la dépendance monétaire n'est pas une abstraction, mais une contrainte quotidienne dès l'instant où chaque cargaison doit passer par des devises extérieures. Cette double bascule éclaire la logique stratégique décrite dans la source. La véritable monnaie n'apparaît pas dans une salle de conseil, elle apparaît lorsque les marchés acceptent une unité d'échange interne sans demander la permission à Londres, Paris ou Washington. Dans ce cadre, la vision avancée par Ibrahim Traoré repose sur une idée structurante: les infrastructures, ports, rails, entrepôts, routes commerciales, corridors miniers, plateformes logistiques façonnent la valeur avant les banques. Les ports deviennent les premiers leviers car ce sont eux qui contrôlent ce qui sort, quand cela sort et à quelles conditions. Lorsque des installations comme Tema, Mombasa, Dar es Salaam, Durban, Djibouti, Lagos ou les terminaux des Caraïbes fonctionnent comme un réseau unifié plutôt que comme des îlots isolés, elles créent un terrain économique où la monnaie africaine n'a plus besoin d'être reconnue par l'Occident. Elle est reconnue par les opérateurs qui déplacent réellement les marchandises. Le texte source insiste ensuite sur un point essentiel: un port sans flux intérieur n'est qu'une prison élégante. C'est pourquoi la maîtrise des rails suit logiquement celle des ports. Les lignes ferroviaires sont décrites comme des veines transportant minerais, céréales, carburants, machines, bétail et cargaisons de production. Si ces corridors exigent des paiements dans une unité africaine unique, alors les entreprises étrangères doivent se plier à cette règle ou se retirer. Elles demeurent libres de travailler, mais non libres d'imposer la valeur. Peu à peu, l'ensemble forme une chaîne logistique où les paiements en devise occidentale ne constituent plus la norme. Et c'est précisément ce déplacement port, rail, marché intérieur qui transforme une idée monétaire en architecture de puissance. Dans la logique du texte source, la figure qui sert de fil conducteur n'est pas un individu isolé, mais la coalition d'acteurs logistiques qui vivent chaque jour la contrainte des devises étrangères. Agents portuaires, opérateurs ferroviaires, gestionnaires d'entrepôts, transporteurs, superviseurs de corridors miniers, ce sont eux qui, dans les premiers effets tangibles de la stratégie décrite, observent comment une simple règle de règlement peut modifier l'équilibre d'un marché. Dans un port, par exemple, le changement apparaît dès que les frais de quai, les inspections, l'assurance maritime ou la manutention sont réglés dans une unité africaine plutôt qu'en devise occidentale. Le texte montre que cette transition n'exige ni rupture spectaculaire ni affrontement politique.
Il suffit que les infrastructures appliquent leurs propres conditions et les opérateurs étrangers se trouvent obligés de suivre pour maintenir l'accès aux exportations africaines. Ce premier cas illustre une idée centrale. Quand la logistique adopte une nouvelle règle, le commerce n'a pas le choix, il s'adapte. Un second cas, tiré directement de la logique de la source, se trouve dans les rails. Une entreprise étrangère peut continuer à transporter minerais, pétrole, bétail ou machines, mais uniquement en acceptant les termes africains. Majorité locale dans les expansions, règlement en unité continentale, dépendance de ses propres profits à la solidité de cette monnaie. Ici, l'impact précoce apparaît dans le renversement d'incitation. Si un opérateur cherche à déstabiliser la monnaie, il détruit mécaniquement les bénéfices qu'il attend de ses propres activités logistiques. Ces deux scènes éclairent une même conclusion concise et directe. Une monnaie gagne de la force quand les infrastructures refusent d'obéir à des règles extérieures. L'évolution des infrastructures économiques décrites dans la source peut être reformulée de manière analytique comme une succession logique de mécanismes plutôt que comme un enchaînement conflictuel. Pour comprendre cette progression, il est utile d'observer comment une chaîne logistique intégrée peut, dans n'importe quelle région du monde, influencer la manière dont les acteurs évaluent les flux commerciaux et l'unité de règlement associée. La dynamique commence généralement par les ports, car ils constituent le premier filtre entre la production intérieure et les marchés extérieurs. Dans cette approche neutre, le déclencheur de la transformation correspond au moment où plusieurs installations maritimes ajustent leurs procédures autour d'une unité comptable commune, choisie pour simplifier les opérations ou réduire la fragmentation des systèmes de paiement. Ce type de coordination n'implique pas une rupture géopolitique, il s'apparente plutôt à une optimisation interne comparable à la manière dont certains blocs économiques harmonisent des frais, des formulaires douaniers ou des normes de certification pour fluidifier les échanges. Lorsque les terminaux appliquent un ensemble de règles identiques, même limitées, par exemple pour les frais de manutention, les services d'entreposage ou les assurances logistiques, les transporteurs et les agents maritimes adoptent naturellement ces ajustements pour maintenir la continuité de leurs opérations. La phase suivante constitue un point haut dans la séquence événementielle, l'extension du même principe vers les réseaux ferroviaires. Dans de nombreux contextes, les rails jouent un rôle déterminant car ils acheminent minerais, produits agricoles, carburants, machines ou biens transformés vers les zones portuaires. Une harmonisation partielle des conditions logistiques, même purement administratives, peut produire un effet d'entraînement. Les entreprises opérant sur ces corridors ajustent leur système pour réduire le risque de multiplicité des devises, de divergences contractuelles ou de variations de frais entre tronçons. Ici encore, il ne s'agit pas d'imposer une transformation structurelle, mais d'appliquer les logiques de cohérence que l'on retrouve dans plusieurs régions où l'intégration économique se construit autour de corridors de transport. Le retentissement de cette étape apparaît lorsque les différents segments, ports, rails, entrepôts intérieurs, commencent à fonctionner comme un ensemble cohérent. À cette phase, les opérateurs adoptent progressivement une unité de règlement commune pour éviter la fragmentation, limiter les coûts de conversion, simplifier l'audit interne ou réduire les délais. Dans les analyses économiques, ce type de convergence n'est pas interprété comme un instrument de confrontation, mais comme un mécanisme d'efficacité. Moins une unité de paiement varie selon les étapes, plus la chaîne logistique gagne en stabilité. Dans cette version strictement analytique et non prescriptive, le rôle d'acteurs publics, dont des dirigeants comme Ibrahim Traoré lorsqu'ils expriment une vision stratégique, peut être compris comme une tentative de coordonner les différents maillons afin d'améliorer la prévisibilité du commerce. Ce rôle n'est pas celui d'un arbitre politique, mais celui d'un organisateur systémique qui cherche à assurer que ports, rails et terminaux intérieurs fonctionnent selon des règles compatibles. Finalement, la phase résiduelle de la séquence repose sur un constat largement documenté en économie des transports. Lorsqu'une région harmonise ses flux logistiques, même partiellement, l'unité de règlement utilisée pour ces flux gagne mécaniquement en pertinence pratique.
Il ne s'agit pas d'un affrontement, mais d'un effet structurel. Chaque fois que les acteurs réduisent la diversité des procédures, une unité comptable stable devient simplement plus commode. Dans une lecture strictement analytique, la compréhension des dynamiques économiques décrites dans la source nécessite d'examiner plusieurs indicateurs structurels, non pas des valeurs chiffrées spécifiques, mais des tendances que l'on retrouve régulièrement dans les études sur les chaînes logistiques intégrées. L'objectif n'est pas de projeter des scénarios géopolitiques, mais d'analyser comment, dans n'importe quelle région du monde, la cohérence des infrastructures influence la solidité d'une unité de règlement interne. Premier indicateur, la continuité logistique. Dans les corridors maritimes et ferroviaires, les économistes observent fréquemment que la réduction du nombre de systèmes de paiement utilisés entre deux points critiques, par exemple entre l'entrepôt intérieur et le terminal maritime, diminue la volatilité opérationnelle. Cette tendance se vérifie même lorsqu'aucun chiffre précis n'est fourni. Moins il y a de ruptures de devises ou de variations contractuelles, plus la chaîne gagne en stabilité. La source illustre cette logique en décrivant comment une unité commune choisie par les infrastructures facilite la prévisibilité des frais et des règlements. La dynamique n'est pas coercitive, elle relève d'une optimisation fonctionnelle. Deuxième indicateur, la cohérence institutionnelle. Lorsqu'un ensemble d'acteurs, autorités portuaires, opérateurs ferroviaires, plateformes d'entreposage, gestionnaires logistiques, adoptent un standard administratif uniforme, les coûts liés aux divergences réglementaires diminuent. Dans plusieurs études internationales portant sur l'intégration de corridors économiques, ce sont précisément ces ajustements qui permettent une baisse mesurable du risque contractuel. Les propos de la source soulignent ce phénomène en expliquant que les ports deviennent un point d'ancrage suivi par les rails, puis par les terminaux intérieurs. Ici, la séquence représente une consolidation progressive plutôt qu'une transformation dirigée. Troisième indicateur, la compatibilité des flux. Les chaînes d'approvisionnement modernes fonctionnent mieux lorsque les étapes successives, inspection, entreposage, assurance, manutention, transport intérieur, utilisent des règles convergentes. Même sans chiffres exacts, les analyses économiques montrent que chaque réduction de complexité administrative se traduit par une meilleure résilience des flux et une baisse de la probabilité d'interruption. La logique décrite dans la source peut être interprétée de la même manière. La cohérence de la chaîne donne davantage de pertinence pratique à l'unité de règlement employée. Quatrième indicateur, l'effet d'adoption. Dans des contextes variés, dès qu'un réseau d'infrastructures adopte une procédure unifiée, les opérateurs privés s'alignent pour éviter les écarts de conformité. Ce phénomène ne dépend pas d'un positionnement politique, il reflète simplement le comportement rationnel d'entreprises qui cherchent à limiter les surcoûts. C'est dans cette optique qu'un dirigeant que la source associe à des visions structurelles, comme Ibrahim Traoré, peut influencer la trajectoire administrative d'un système sans recourir à la confrontation. L'effet d'adoption résulte alors de l'architecture logistique elle-même. Cinquième indicateur, la stabilité des règlements internes. Les unités de règlement utilisées majoritairement dans les infrastructures acquièrent une crédibilité fonctionnelle, même en l'absence de reconnaissance externe. Ce n'est pas une question d'autorité politique, mais de fréquence d'usage. Ce que les ports, rails et terminaux utilisent régulièrement devient plus prévisible pour les acteurs économiques. À mesure que les flux s'harmonisent, l'unité choisie s'ancre comme standard opérationnel, non comme symbole. Pris ensemble, ces indicateurs démontrent une tendance cohérente que l'on observe dans de nombreuses régions. Lorsqu'une chaîne logistique réduit sa fragmentation, l'unité de règlement employée dans cette chaîne gagne mécaniquement en stabilité et en utilité. Cette lecture ne décrit pas une stratégie d'affrontement, mais un mécanisme économique fondé sur l'efficacité et la cohérence. Dans une analyse équilibrée, il est pertinent de présenter deux raisonnements opposés mais plausibles autour de la dynamique logistique décrite dans la source, puis d'examiner la manière dont chaque argument s'appuie sur les éléments structurels mentionnés. Premier raisonnement, la centralisation logistique comme facteur de stabilité. Un groupe d'analystes
pourrait soutenir qu'une intégration progressive des processus portuaires, ferroviaires et d'entreposage renforce la prévisibilité économique. Selon cette perspective, l'utilisation d'une unité de règlement commune dans différents maillons de la chaîne permettrait de réduire la fragmentation administrative. Dans plusieurs régions du monde, cette homogénéité favorise une baisse des coûts de transaction, limite les erreurs de conformité et offre un environnement plus cohérent pour les opérateurs. Les partisans de cette approche considèrent que la cohérence interne peut améliorer la fluidité des flux et encourager une meilleure planification à long terme. Deuxième raisonnement, la diversification comme garantie de résilience. D'autres experts pourraient se défendre une position inverse. Maintenir une variété d'unités de règlement et de pratiques logistiques peut réduire les risques systémiques. Selon cette logique, si une seule procédure ou une seule unité domine tout un réseau, un choc opérationnel pourrait affecter l'ensemble des infrastructures. La diversification est parfois considérée comme une protection contre des perturbations inattendues, notamment dans les chaînes complexes où interviennent des acteurs internationaux aux exigences variées. Cette approche insiste sur la flexibilité plutôt que sur l'uniformité, évaluation à partir du texte source. La description fournie dans la source expose principalement la première trajectoire, ports, rails et terminaux fonctionnant de manière coordonnée pour simplifier les flux, réduire la multiplicité des règles et harmoniser les règlements interne. Le texte insiste sur la fonction structurante des infrastructures et sur l'idée que leur cohérence crée un environnement plus lisible pour les opérateurs. Ainsi, même si des arguments favorables à la diversification existent dans d'autres contextes, les éléments présentés dans la source illustrent davantage le rôle unificateur des mécanismes logistiques. L'exercice démontre qu'un même ensemble d'infrastructures peut donner lieu à des interprétations opposées, mais que la logique interne d'un texte, en l'occurrence centré sur l'efficacité et la cohérence, oriente l'analyse vers une lecture où l'intégration des flux apparaît comme le résultat le plus aligné avec la séquence décrite. Une bascule apparaît discrètement. Dans une lecture strictement systémique, le point médian de la dynamique décrite dans la source survient lorsque les infrastructures ne fonctionnent plus comme des segments indépendants, mais comme une architecture cohérente qui influence la manière dont les opérateurs évaluent les règlements internes. Ce changement n'est pas annoncé comme une rupture, mais comme l'effet naturel d'une coordination progressive. La source souligne que lorsque ports, rails et terminaux intérieurs adoptent des procédures convergentes, même limitées à des frais, des inspections ou des règles d'assurance, une unité de règlement employée régulièrement gagne une utilité pratique accrue. C'est ce glissement fonctionnel qui constitue le révélateur du milieu. L'importance accordée à la cohérence opérationnelle dépasse celle de la validation extérieure. Dans cette lecture neutre, la trajectoire décrite par Ibrahim Traoré peut être comprise comme une tentative de mettre en évidence le rôle des infrastructures dans la structuration d'un système de paiement interne, sans supposer une logique de confrontation. Le midpoint n'est donc pas un tournant politique, mais un constat économique. La valeur opérationnelle d'une unité comptable augmente dès que les infrastructures l'utilisent de manière répétée et harmonisée. Les effets potentiels d'une harmonisation logistique, tels qu'ils peuvent être déduits de la structure du texte source, peuvent être répartis en 4 catégories d'impact. Cette classification ne constitue pas une projection politique, elle vise uniquement à analyser comment, dans n'importe quelle région intégrée, des ajustements portuaires et ferroviaires peuvent modifier la manière dont les acteurs économiques organisent leurs flux. Un effet sur les acteurs nationaux. Pour ce qui concerne les acteurs nationaux, lorsque les ports et les réseaux ferroviaires adoptent des procédures convergentes, les administrations nationales constatent souvent une réduction des écarts réglementaires et des délais administratifs. Les systèmes d'inspection, d'assurance, de manutention ou d'entreposage deviennent plus lisibles, ce qui peut améliorer la capacité de planification. Une unité de règlement utilisée de manière cohérente simplifie la gestion comptable et offre un référentiel unique pour calculer les frais logistiques. Dans plusieurs études internationales, ce type de cohérence interne est associé à une meilleure stabilité opérationnelle des infrastructures publiques. 2 effets sur les entreprises locales. Du côté des entreprises locales, pour les opérateurs économiques nationaux, sociétés de transport, exploitants miniers, producteurs agricoles,
plateforme d'exportation, une harmonisation des flux réduit la fragmentation des processus. Lorsqu'un même standard couvre les terminaux, les rails et les entrepôts, les entreprises limitent les risques de doublons administratifs ou de variations imprévues de frais. Cela peut renforcer la capacité de négociation des acteurs locaux, non par l'effet d'une politique extérieure, mais grâce à la simplification des règles qu'ils appliquent déjà dans leurs opérations quotidiennes. Ce résultat découle principalement de la régularité des procédures. 3 effets sur les opérateurs étrangers. Quant aux opérateurs étrangers, dans un environnement où les infrastructures adoptent des règles homogènes, les transporteurs internationaux ajustent généralement leurs procédures internes pour rester conformes aux exigences locales. Une unité de règlement interne régulièrement utilisée par les ports et les rails peut devenir pour eux aussi un outil de prévisibilité. La logique est fonctionnelle. Pour éviter la multiplicité des systèmes et assurer la continuité des flux, les opérateurs s'adaptent à la norme la plus stable du corridor. Le texte source illustre cette idée sans attribuer une dimension conflictuelle aux relations logistiques. 4 effets sur la région au sens large, en ce qui concerne la région au sens large. Dans les analyses de corridors économiques, la cohérence des infrastructures met souvent en évidence le rôle des hubs. Lorsque plusieurs ports et réseaux ferroviaires adoptent des procédures similaires, les terminaux les plus efficaces deviennent des points d'ancrage régionaux. La source décrit cette configuration comme une architecture où les ports, les rails et les entrepôts créent un espace logistique plus cohérent. Dans cette perspective, la vision évoquée par Ibrahim Traoré peut être comprise comme une tentative d'organiser cette cohérence plutôt que de redéfinir les relations internationales. Pris ensemble, ces effets ne décrivent pas un affrontement, mais un mécanisme économique. Plus la chaîne logistique réduit la fragmentation de ses procédures, plus l'unité de règlement utilisée dans cette chaîne gagne en stabilité et en utilité opérationnelle. Pour prolonger l'analyse dans un cadre strictement économique, il est possible de proposer 3 trajectoires prospectives fondées sur les logiques d'infrastructure décrites dans la source. Ces scénarios ne constituent ni des prévisions politiques, ni des instructions opérationnelles. Ils illustrent simplement comment des chaînes logistiques intégrées évoluent généralement dans les études sur les corridors économiques. Scénario de base, progression modérée et cohérence graduelle. Dans ce cas, ports, rails et terminaux intérieurs continuent d'harmoniser certaines procédures, inspection, manutention, assurance ou entreposage, sans bouleverser les relations extérieures. Les opérateurs, nationaux comme internationaux, ajustent progressivement leurs systèmes internes pour réduire les écarts entre les différentes étapes du corridor. Ce scénario reflète une situation observée dans plusieurs régions où les infrastructures s'alignent lentement autour de pratiques communes, créant une stabilité fonctionnelle sans modification profonde des équilibres contractuels. L'unité de règlement interne gagne une utilité limitée mais réelle en devenant un standard pratique dans une partie des flux. Scénario optimiste, consolidation de la chaîne logistique. Dans une trajectoire plus intégrée, les infrastructures parviennent à un niveau de cohérence plus élevé. Les ports adoptent un ensemble élargi de standards communs, les rails synchronisent davantage leurs procédures et les entrepôts intérieurs appliquent des règles identiques pour faciliter les transferts. Les opérateurs privés en quête d'efficacité administrative utilisent plus souvent la même unité de règlement pour réduire les variations de coûts. La chaîne gagne en prévisibilité, modérant l'exposition aux ruptures administratives. Dans ce cadre, l'unité interne devient un outil logistique fiable, principalement parce qu'elle est utilisée régulièrement dans un environnement cohérent. Scénario prudent, intégration partielle et ajustement lent. Et dans ce scénario, certaines infrastructures adoptent des pratiques harmonisées, tandis que d'autres maintiennent des systèmes propres. Les ports peuvent appliquer un socle commun de règles, mais les rails ou les entrepôts conservent une diversité de procédures. Ce type de configuration est courant dans des régions où la coordination institutionnelle reste progressive. L'unité de règlement interne n'occupe alors qu'un rôle secondaire. Utilisée dans certains segments, ignorée dans d'autres, elle offre des avantages ponctuels mais ne structure pas encore l'ensemble du corridor. À travers ces 3 versions, l'analyse reste constante. La cohérence logistique, lorsqu'elle progresse, influence la manière dont les acteurs choisissent leurs unités de règlement. Plus la chaîne est uniforme, plus l'outil employé pour la régler devient fonctionnel.
Lorsqu'on observe la dynamique logistique décrite dans la source sous un angle strictement économique, plusieurs catégories d'acteurs peuvent se reconnaître dans les évolutions possibles d'un système d'infrastructure harmonisé. L'objectif de cette section n'est pas de prescrire des comportements, mais d'expliquer en quoi les principes présentés, cohérence des ports, régularité des rails, convergence des procédures, peuvent concerner différents publics. Pour les professionnels impliqués dans le transport, l'entreposage ou l'exportation, une harmonisation des pratiques facilite souvent la planification. Lorsque les ports, les terminaux intérieurs ou les corridors ferroviaires adoptent des standards similaires, les entreprises disposent de repères plus prévisibles pour organiser leurs opérations quotidiennes. Cette stabilité administrative peut réduire les délais et limiter les divergences entre segments logistiques. Du côté des opérateurs économiques locaux, producteurs, transformateurs, sociétés de services, une chaîne plus cohérente peut diminuer la complexité liée aux multiples étapes du commerce. Les variations de procédures étant réduites, les acteurs peuvent concentrer davantage d'efforts sur la qualité des produits, la gestion des volumes ou l'optimisation des stocks plutôt que sur les ajustements administratifs imposés par des règles hétérogènes. Les observateurs intéressés par l'intégration régionale peuvent, quant à eux, y voir un exemple de mécanisme structurel souvent mentionné dans les études sur les corridors économiques. Lorsque les infrastructures partagent progressivement les mêmes standards, les flux gagnent en lisibilité et l'unité de règlement utilisée dans ces flux devient un outil fonctionnel avant d'être un symbole. Enfin, pour les personnes curieuses du fonctionnement général des systèmes économiques, cette dynamique illustre la manière dont la logistique influence parfois plus profondément les échanges que les institutions financières. Une chaîne fluide, cohérente et prévisible façonne souvent les comportements des opérateurs sans nécessité de transformation extérieure. Dans une interprétation strictement économique, la dynamique logistique décrite dans la source peut être reformulée sous forme d'une feuille de route opérationnelle sans dimension politique ni injonction. Cette feuille de route n'indique pas ce que les acteurs doivent faire, mais illustre comment, dans les études sur les corridors intégrés, différents segments peuvent être structurés pour améliorer la cohérence d'un système de règlement interne. La vision évoquée par Ibrahim Traoré peut ainsi être comprise comme une tentative d'ordonner des étapes plutôt que d'imposer une orientation extérieure. Étape 1, clarification des procédures portuaires. Dans de nombreux contextes, la première phase consiste à harmoniser certaines procédures techniques, frais de quai, inspection, assurance ou documentation. Cette harmonisation est mesurée par la réduction des écarts entre terminaux. Étape 2, synchronisation des corridors ferroviaires. La seconde phase concerne la cohérence des règles appliquées au transport terrestre. Les indicateurs utilisés dans les analyses économiques portent souvent sur la diminution des variations de frais ou sur l'uniformisation du traitement administratif des cargaisons. Étape 3. Alignement des entrepôts et terminaux intérieurs. Une fois les ports et les rails partiellement harmonisés, les plateformes arrière adoptent progressivement des pratiques proches. Le niveau d'alignement se mesure par la stabilité des procédures entre zones intérieures et zones côtières. Étape 4. Consolidation de l'unité de règlement interne. À mesure que les flux deviennent plus cohérents, une unité de règlement utilisée régulièrement gagne en utilité fonctionnelle. Les études évaluent cette consolidation en observant la fréquence d'usage dans différents segments logistiques. Étape 5. Suivi continu de la cohérence. Cet ajustement s'entretient dans le temps grâce à des mécanismes de contrôle interne visant à maintenir la stabilité administrative. Les mesures portent sur la constance des règles et la fluidité des transferts entre maillons. Ainsi structurée, la feuille de route souligne un principe essentiel des systèmes logistiques. La cohérence opérationnelle précède souvent la consolidation des outils de règlement. Dans une perspective purement analytique, l'ensemble des éléments étudiés ramène l'attention vers un motif central. La logistique agit souvent comme un fil conducteur discret mais déterminant dans la structuration des échanges. Les ports, les rails et les terminaux intérieurs
déjà évoqués sous différents angles, apparaissent ici non comme des symboles, mais comme des mécanismes qui influencent la cohérence administrative et la manière dont les unités de règlement circulent réellement au sein d'un système. En reformulant cette logique, la trajectoire évoquée dans la source et reprise dans les explications attribuées à Ibrahim Traoré peut être comprise comme une réflexion sur la façon dont les infrastructures façonnent la stabilité opérationnelle sans imposer une orientation extérieure. Le rappel de ces mécanismes permet d'observer que dans de nombreuses régions du monde, la fluidité des flux conditionne souvent la solidité des outils utilisés pour les gérer. Ce retour au motif initial met en lumière une idée simple. Lorsqu'un réseau fonctionne avec cohérence, les acteurs disposent d'un cadre plus lisible pour organiser les échanges. La conclusion n'est donc pas un appel à l'action, mais une observation. La structure des infrastructures joue un rôle essentiel dans la manière dont un système économique gagne en prévisibilité. Dans une lecture strictement économique, les dynamiques observées dans la source rappellent que les systèmes logistiques influencent souvent la manière dont les unités de règlement s'organisent au quotidien. Ports, rails et terminaux intérieurs, donc lorsqu'ils convergent autour de procédures cohérentes, créent un environnement plus lisible pour les opérateurs qui doivent gérer flux, délais, assurances et transferts. Cette cohérence n'impose pas une direction extérieure. Elle décrit simplement une configuration où la stabilité découle de la fluidité des infrastructures. Pour les personnes intéressées par le fonctionnement des réseaux économiques, cette analyse peut servir de point d'entrée vers une réflexion plus large. Comment les chaînes logistiques façonnent-elles dans différentes régions du monde les choix opérationnels des acteurs publics et privés, et de quelle manière la cohérence administrative influence-t-elle la prévisibilité des échanges? L'invitation finale est donc ouverte. Poursuivre l'exploration de ces mécanismes, comparer d'autres corridors intégrés ou examiner comment la logistique influence les systèmes économiques dans divers contextes. Chaque regard supplémentaire enrichit la compréhension des structures qui soutiennent les échanges contemporains.